Vulga Wild, bouturage, Clément, SM57. Le SM69 là, le sadomasochiste 69. Bienvenue dans ce Vulga Wild sur le sadomasochisme. Ben, Faire on mal, attend, il avoir faut vraiment mal, lancer. tac, tac, tac. Il ne s'arrêtera pas. Bien le bonjour, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de Vulga Wild. Vulga Wild, c'est notre émission où on vous explique des notions à connaître en terrariophilie, bien sûr. Salut Clément, bienvenue dans cet épisode de Vulga Wild, à toi également. C'est vrai que t'es le bienvenu aussi. Et bien sûr, mais bonjour. Pourquoi tu te penches comme ça quand tu fais? C'est une histoire d'avoir un rythme, une cadence. Ok, alors bonjour à tout le monde, salut les chevaux à bascule, ouais, bonjour tout le monde, salut, très content de vous retrouver, très content de te retrouver pour reparler des plantes. Et je parlais à Benjamin tout à l'heure, le cadreur, on pourrait faire un nouveau truc, dites-le dans les commentaires si ça vous tente, de l'ASMR plante. C'est une idée débile. Très bien. Alors, comme vous le savez, mon domaine d'expertise à moi, c'est bien évidemment le verre, les plantes, les feuilles. Clément est venu ici pour que je lui apprenne comment on fait. En fait, c'est quoi les bases du bouturage? C'est quoi les bases, ouais? On va pas la faire à chaque fois. Ça va être très dur la vidéo. On n'a pas encore commencé. Avez-vous vu la première vidéo qu'on avait tournée ensemble au sujet des plantes? C'était un Vulga Wild sur les plantes en terrariophilie. On vous met le lien juste au-dessus, c'est vraiment une super vidéo pour apprendre les fondamentaux pour avoir des terrariums plantés. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui la thématique, Clément, c'est le bouturage des plantes ou la multiplication des plantes. allez, c'est parti. Alors Clément, à chaque fois qu'on passe dans des magasins spécialisés en terrariophilie, à tout hasard, Reptilis Shop à Bailleul par exemple, on peut observer que ces animaleries mettent à disposition des plantes. Ouais. En discutant avec des experts comme toi qui est expert plante de chez Reptilis, Toujours pas, c'est pas moi, je suis pas un expert. on vient à comprendre que certaines plantes peuvent se multiplier. Le bouturage, qu'est-ce que c'est quoi? Dis donc. Qu'est-ce que le bouturage? Alors le bouturage c'est une façon de multiplier ta plante. Autant quand t'es terrariophile, toi tu multiplies des lézards, tu vois c'est cool. Là on va faire de la multiplication mais asexuée, d'accord? Parce que la plante elle peut se reproduire de façon sexuée avec des fleurs, butinage des fleurs qui vont donner des graines, production sexuée de la plante. Et le bouturage c'est la reproduction asexuée où on va donc souvent couper un segment de ta plante et le replanter dans voilà, l'espérance que ça produise une nouvelle plante. En gros c'est ça le bouturage. J'avais jamais pensé à ça comme ça. J'avais jamais vu ça comme ça. C'est vraiment ça. En fait, elle se reproduit, elle se multiplie, mais sans reproduction sexuée. C'est incroyable. Tellement triste, bah ouais, parce qu'il n'y a pas le sexe. Mais ouais, mais bah, c'est ça, ouais, c'est une façon un peu triste de reproduire sa plante, tu vois. Elle a pas le petit. Allez, je m'excuse, Ben, je t'aime, mon chien. En fait, le bouturage, si j'ai bien compris, ça va être l'exploitation de la faculté qu'ont les plantes à pouvoir se régénérer lorsqu'elles sont sectionnées. Clément, est-ce que l'idée de dire découper pour mieux planter, ça colle au bouturage? Découper pour mieux planter. Si, parce que quelque part, pour la bouturer, tu vas la découper ta plante, tu vas la planter derrière. Et c'est sûr que pour la planter, il vaut mieux qu'elle soit découpée de base. Sinon, ça veut dire que tu la déterres, tu sais. Donc, découper pour mieux planter. Moi, je trouve ça bien. Tu devrais faire des t-shirts Loma, découpés pour mieux planter. Donc Clément, tu parlais de reproduction sexuée des plantes. Donc s'il y a des plantes qui sont bouturables, je suppose que toutes les plantes ne le sont pas et qu'il existe des plantes non bouturables. Ouais, c'est vrai. Il y a des plantes qui peuvent pas se bouturer et c'est le cas, par exemple, hein, parce que comme je suis pas un expert, je vais parler que de ce que je connais. Et les plantes en rosette, par exemple, ne sont pas bouturables. La charcuterie. Ah ouais, pas mal. Oh, regardez, il a fait une blague. Les plantes en rosette, qui n'a rien à voir avec la charcuterie, hein, mon bon vivant Loma, c'est par exemple, tu vois, la plante que tu as sur la droite, là, ici, c'est une plante en rosette. Pourquoi? Parce que toutes les tiges convergent en un même point, le centre de la plante. Et la bouture classique, c'est qu'on va couper une tige et la replanter. On va aller plus en profondeur sur ce que c'est tout à l'heure. Mais sur cette plante-là, d'accord, où je vais avoir une tige et une feuille à la fin, là, si je coupe cette tige et que je la replante, ah non, ça va pas pousser. Pour la multiplier, il faudrait que je divise les pieds au niveau de la base du pied mère, hein, on va dire, hein, que je récupère des petits plants, parce que là on dirait qu'il n'y a qu'une seule plante, mais il y a plein de pieds les uns à côté des autres. Il faudrait que je la sépare, que je la divise pour la multiplier. Mais ce sera pas du bouturage dans ces cas-là, ce sera de la division. J'ai déjà essayé de faire ça et tout est mort. Bah, tu t'y es mal pris, c'est tout. T'as dû arracher trop de racines, tu vois. Faut y aller doucement, gentiment, parce que tout est emmêlé, tu vois. Toutes leurs racines sont emmêlées les unes dans les autres. Donc si tu fais ça, par exemple, tu prends une bassine d'eau tiède, tu retires une bonne partie de la motte de terre, hein. Souvent c'est de mettre des petites fessées comme ça sur le côté, là, de la terre qui tombe. Tu la plonges dans de l'eau, tu secoues ça dans tous les sens, tu vas le saquer comme on dit dans le Nord, hein. Tu sacs ta ta plante. Ouais, moi je t'ai acclimaté maintenant. Hein. Et là, tu vas quand même retirer une bonne partie du substrat de la terre qui pourra te permettre
permettre de mettre les racines à nu et de plus facilement diviser ta plante en cassant un minimum de racines. Ok Clément, alors est-ce que tu peux nous citer des exemples de plantes en rosette? Par exemple, la plupart des peperomia sont des plantes en rosette. Peperomia caperata par exemple, on va en faire apparaître une à l'écran. Et donc la peperomia caperata, comme vous pouvez le voir à l'écran, est une plante en rosette, car si vous visualisez chaque feuille, de la feuille part une tige et toutes les tiges convergent dans la même direction en un centre. C'est ce qu'on appelle une plante en rosette. On peut citer aussi l'incontournable Anthurium, une plante du coup qui est compatible avec la terrariophilie. Ouais, bien sûr, c'est des plantes tropicales, donc c'est compatible avec la terrariophilie. Mais alors Clément, qu'en est-il des fougères? Je sais que ce sont des plantes qu'on appelle sporifères. Ouais, alors les fougères, elles vont se reproduire par spore parce qu'elles font pas de fleurs. Toutes les plantes ne font pas de fleurs. Les plantes qui font des fleurs sont des angiospermes et les fougères, effectivement, sont sporifères. Là, il rigole parce que j'ai dit sperme. Et du coup, donc la fougère, elle va se reproduire en lâchant des spores. Et en terrarium, c'est très compliqué d'obtenir des fougères comme ça. Donc souvent, ce qu'on va faire, c'est soit diviser le pied, parce que les fougères, en tout cas pour les fougères de Boston, là, les néphrolepis, là comme ça, tu peux diviser le pied parce que c'est des plantes en rosette, mais elles peuvent aussi te faire une sorte de fronde. C'est une tige qui part avec un bébé fougère dessus. Et si tu attends suffisamment longtemps, il va y avoir des petites radicelles qui vont sortir. Tu vas pouvoir couper, le replanter ailleurs. Mais la meilleure façon de faire, c'est de laisser la plante se débrouiller et elle va trouver dans ton terrarium un endroit où se remultiplier, toute seule, par l'aide d'un stolon. Donc c'est une tige qui replante une plante ailleurs. Et tu vas me dire que t'es pas expert plante. Mais non. Ok, donc les plantes non buturables, en rosette ou sporifères comme les fougères, c'est pas l'objet de la vidéo du jour. On va donc embrayer sur les plantes bouturables. Ouais. Alors Clément, comment on distingue du coup ces fameuses plantes bouturables? Faut les apprendre par cœur. Toutes. Non, t'as des trucs. Le meilleur exemple, à chaque fois on ressort, le meilleur exemple c'est le pothos. Toujours la meilleure plante de la terrario. C'est le qui va apporter du cachet à ta terrariophilie. Je veux que tu observes à quel point mon pothos est beau. Pour dire que toutes les plantes ne meurent pas dans la salle tropicale. Ouais, c'est bien. Donc le pothos, en fait, il a une structure qui est assez commune, qu'on va retrouver dans beaucoup de plantes de terrariophilie. C'est que si tu vas regarder vraiment la tige du pothos, on va voir que le long de la tige, on a énormément de racines qui sont produites par la plante. Et donc à l'endroit où il y a une racine, il y a une possibilité de bouturage. Donc grossièrement, pour bouturer du pothos, on trouve des endroits où il y a un nœud. Le nœud, c'est sur la tige, cette petite section où on voit qu'il y a une feuille qui part et de l'autre côté, on a une racine qui plonge là dans ton tuteur. Et bah si tu découpes cette petite partie-là, cette petite section qu'on appelle le nœud, tu vas pouvoir la bouturer. Et donc toutes ces plantes-là, effectivement, sont bouturables. Là, par exemple, j'ai amené quelques exemples. Donc là, on peut voir sur ce Ficus sagittata qu'on a à chaque fois plein de petits nœuds où on a effectivement des feuilles et des petites racines. Donc là, tu vois, sur cette plante-là, sur cette petite bouture que j'ai faite, on a vraiment moyen de la replanter et on a un bon espoir que ça reparte parce qu'il y a beaucoup de racines, donc très très simple. Ça, c'est un bon exemple. Dans la même famille, on a le Ficus humila. Donc même si les racines sont plus petites, on arrive quand même à les voir. Voilà, ça c'est des plantes qui se bouturent très facilement. Et elles sont très différentes de la plante qu'on a vue tout à l'heure avec sa tige et au bout une feuille, là il n'y a aucune racine dessus, tu peux pas bouturer ça quoi. Tu vois? Donc ça, d'un premier coup d'œil, tu peux identifier effectivement cette possibilité de bouturage comme ça. Celle-ci par exemple, là j'observe du coin de l'œil, ça c'est bouturable. Absolument. Comment on l'observe du coup? On voit des sections distinctes. Sur ces sections peuvent partir des feuilles et des racines. Voilà, on appelle ça un nœud. Et d'ailleurs en fait, t'as beaucoup de passionnés de plantes qui vont s'échanger des plantes juste avec un nœud. Et il y en a certains qui en font un commerce d'ailleurs assez lucratif sur des plantes qui sont très recherchées. Souvent c'est des spécimens variegata, donc avec des variegations, c'est-à-dire des couleurs blanches ou jaunes des fois sur la feuille qui n'ont pas lieu d'être. Un petit peu comme les animaux piebald, comme le python royal avec les taches blanches un peu hirsutes. Ça existe chez les plantes. Et ça, c'est des plantes qui valent super cher. Et des fois, juste un nœud, une section. Donc en fait, t'achètes genre un patrimoine génétique d'une plante en fait. Ça s'est négocié des fois à plusieurs milliers d'euros entre les passionnés de plantes parce qu'ils savent que juste ce petit nœud là, tu le remets dans de la sphaigne humide comme ça, dans un milieu humide et bien éclairé, tu vas avoir une feuille qui va pousser des racines et une toute nouvelle plante. Des milliers d'euros pour un bout de nœud de plante. Alors que moi, je me dis que si déjà j'ai un pothos qui pousse dans le terrarium, c'est déjà beau, c'est déjà chouette. Non, mais c'est des gens qui maîtrisent la botanique, mais tellement mieux que nous, quoi. Évidemment, c'est des grands sont passionnés. Plus experts que toi. Évidemment. Il y en a plein des experts et j'en profite pour saluer mon ami Tanguy de Varanus SP sur Instagram. Là, c'est un véritable expert. Ouais, oui, vraiment trop fort. Là, oui. Abonnez-vous, Varanus. Alors Clément, vas-y, c'est parti. On va faire ça en live. Tu vas nous bouturer des plantes. On va utiliser plusieurs techniques différentes du coup de bouturage. Voilà, ouais. Commençons par ce qu'il y a de plus simple. Qu'est-ce que tu peux nous montrer, Clément? Par exemple, le Ficus pumila ou le figuier rampant, c'est vraiment une plante super simple à bouturer. Là, tu fais ça au
couteau et tout, t'es un aventurier. Ça avait un tirier. Donc on récupère un petit segment comme ça. C'est toujours plus simple de faire une bouture avec un petit segment qu'avec quelque chose de très long. Ça reprend toujours mieux. On arrache quelques feuilles parce que ça va demander trop d'énergie à la plante de garder toutes ces feuilles là. Donc là je vais me retrouver avec 1, 2, 3, 4 nœuds plus quelques feuilles. Donc ça c'est parfait pour bouturer. On va avoir deux choses. On va avoir soit du terreau, soit de la sphaigne. L'avantage de la sphaigne c'est qu'elle est vraiment très aérée par rapport à du terreau. On la presse bien parce qu'on veut pas que ce soit trop humide. J'en mets un petit peu au fond. Mais il faut que ça reste quand même humide un petit peu quoi. Un petit peu humide, ouais, mais pas détrempé. Tu vois, là, il y a trop d'eau, elle est noyée, cette sphaigne. Donc, moi, je fais ça. Voilà. Je vais créer un espèce de petit trou à l'intérieur. Ok. On va mettre le petit brin en plein milieu. Donc là, en gros, tu viens de faire une bouture. Là, c'est aussi simple que ça. Et on va la mettre évidemment dans un environnement qui soit lumineux pour pouvoir lui permettre de bien pousser. Ça va stagner un bon moment en fait. Quand on fait une bouture comme ça, comme il n'y a pas un gros réseau racinaire derrière pour supporter la plante et que c'est tout fin, la plante d'abord, elle va se concentrer sur le fait de fabriquer des racines, un bon gros réseau racinaire là-dedans, avant de se remettre à pousser et à produire de la feuille. Donc, faut pas t'inquiéter quand tu vois ça. On arrose régulièrement, on s'assure que ça reste dans un milieu humide pour éviter que la plante ne perde trop d'humidité par ses feuilles. Il faut juste être patient. C'est ça en fait, le premier canal d'alimentation d'une plante, c'est avant tout ses racines. Avant les feuilles. Ah oui. Là, tu vois, on a une Paullinia repens. Donc là, tout est beaucoup plus sensible. Donc j'y vais doucement pour pas casser la tige. Voilà. Même principe, on a encore cet effet avec des nœuds, hein, tu vois, un peu partout. Donc là, on va reprendre encore un petit pot. Elle est jolie cette plante là, elle est sympa. Et pour te montrer que ça peut fonctionner dans du terreau, celle-là, on va la bouturer dans du terreau, sans problème. Donc est-ce qu'il faut du terreau enrichi, quelque chose de spécial? Le terreau, c'est forcément enrichi. Le terreau, c'est fait à partir de décomposition de matière organique. Ça va être quoi la différence avec la sphaigne du coup qui est très pauvre? Ah ouais, la sphaigne elle est pauvre. En fait, la sphaigne effectivement ça provoque un super enracinement rapide parce que c'est très aéré, les racines récupèrent beaucoup d'air, beaucoup d'oxygène là-dedans, donc ça pousse bien, mais c'est pauvre. Donc au bout d'un moment, il va falloir que tu rajoutes des petits amendements, donc de l'engrais, souvent de l'engrais liquide. Il existe des petits engrais à diffusion lente qu'on appelle l'osmocote, qui sont des petites billes que tu mets là-dedans. Hein. Quand tu arroses, elles se dissolvent petit à petit, elles amènent des engrais à la plante. Mais avec du Ficus pumila ou de la Paullinia, c'est pas vraiment nécessaire. Tu vois ce petit truc là, regarde comme c'est mignon là. C'est sympa. C'est une plante qui est grimpante au même titre que le Ficus pumila, la Paullinia repens. Donc si tu la boutures et que tu la cales contre une paroi, toi sur beaucoup de tes terrariums, tu as des panneaux en fibre de coco. Exactement. Tu la boutures comme ça, elle va s'accrocher naturellement sur le panneau en fibre de coco. Sous réserve qu'il soit lumineux. Ah ouais, non mais il faut de la lumière partout, c'est sûr. Donc voilà, tu vois, tout ça c'est possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer la bouture avec, pourquoi pas, le Ficus sagittata. Franchement, c'est canon comme plante. Ça remplit complètement un terrarium, un petit peu comme le Ficus pumila, à la différence que ses feuilles sont assez grosses, assez imposantes, donc c'est toujours bien de jouer sur les contrastes. On a une bonne tige, donc ce qu'on va faire par exemple, on va la couper en plein milieu. Ok, là on va retirer une feuille ici, une feuille là, et on peut se dire, ok, on va faire deux boutures dans le même pot. C'est pas contre-indiqué, tu vois. Tu vois comme c'est facile? Carrément chouette, j'apprends plein de trucs, je me régale là. Regarde, on va aller encore plus loin. Là, je t'ai ramené une Marcgravia sintenizzi, qui est donc une plante qui est vraiment canon. Franchement, la Marcgravia, c'est une plante qui va se plaquer contre des supports. C'est avec des feuilles alternées là? Donc là, si on la retourne, par exemple, on va voir qu'on a une tige principale qui a créé un petit rejet. Donc là, lorsqu'elle est, bon, mettons que ce soit pas juste un petit segment comme ça, hein, mettons qu'elle soit dans ton terrarium et qu'elle est poussée. Tu pourrais te dire, ok, je vais couper cette partie-là, ce petit rejet qu'elle est en train de faire, pour pouvoir le bouturer ailleurs et garder ma tige principale. Ça, tu pourrais le faire. Ça, tu pourrais le faire, mais là, je me suis dit, ok, ça va être cool ce matin en venant chez toi. Je me suis dit, je vais prendre toute cette zone-là. Ça va être joli à bouturer. Regarde, on retire une petite feuille. Là, c'est pareil, la tige est fragile, donc on fait vraiment gaffe quand on retire les feuilles en excès. C'est pas fait pour les bourrins. C'est pas fait pour les bourrins, donc peut-être ce sera mieux que ce soit Florine qui le fasse, hein, plutôt que toi. Et cette plante-là, on va la mettre juste comme ça sur le dessus. Un petit peu de sphène comme ça. Voilà, et là ça va repartir tout seul. Et si tu veux encore maximiser tes chances, tu sais ce qui serait possible de faire avec cette plante-là? Dis-moi un peu. Comme elle est grimpante, tu pourrais décider de la poser simplement comme ça dans ton bac de sphaigne et faire ce qu'on appelle une bouture à l'étouffer. C'est-à-dire que tu vas remettre le couvercle ici, elle va être dans un endroit tellement humide que ça va bien se passer pour elle, elle va pas se dessécher, elle va commencer à faire des racines et comme chacune des racines sur chaque nœud va rencontrer quelque chose d'humide, à l'inverse d'ici où tu vois que là c'est au sec, hein, c'est dans l'air, c'est pas à l'intérieur de la sphaigne, la bouture va être encore plus rapide et ça va repartir dans tous les sens. Mais ça prend un peu plus de place, c'est un peu plus immuable, on pourrait le faire sur un pot, mais il faudrait des plus gros pots et tout. Voilà, ça marche, tu vois. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois.
Donc voilà, en fait, ce genre de petit bac de propagation, c'est pratique parce que lorsque tu fermes le couvercle, en fermant, on va concentrer l'humidité à l'intérieur de la boîte. C'est un peu comme cuire à l'étouffée, sauf que là c'est pour bouturer. C'est ça, en fait, c'est vraiment pour conserver l'humidité avec tes plantes et limiter les risques de dessiccation des plantes pendant l'enracinement. Et alors Clément, en termes de photosynthèse, d'oxygénation de l'air et tout ça, c'est pas problématique que ce soit complètement fermé? Est-ce qu'il faut faire des trous d'aération? Comment ça se passe? Alors, il y a plein de façons de faire. Il y a des gens qui aiment bien faire des petits trous d'aération, un peu comme dans un terrarium en fait, hein. Aération haute, aération basse, pour avoir un léger renouvellement d'air. Tu as des gens qui sont fanas du je laisse entrouvert une soirée, une nuit, un truc dans ce genre, juste pour aérer. Moi, de temps en temps, je fais ça. Je sais pas si ça a vraiment un gros intérêt. Comme je suis pas un expert, j'expérimente. Tu vois. Donc, simplement pour renouveler l'air, parce qu'effectivement, tes plantes, elles consomment de l'oxygène et recrachent du dioxyde de carbone la journée. Et la nuit, elles font l'inverse. À de rares exceptions près, oui, il y a d'autres plantes qui produisent de l'oxygène la nuit. Et là, on en parlera pas de manière générale, quoi. De manière générale, voilà. Donc, le fait de faire ça, effectivement, lorsque tu fais des boutures, ça sauvegarde tes plantes de la dessiccation. Et la plupart du temps, ça, c'est vraiment valable pour les plantes de terrarium tropicales humides. Tu vois, parce que tu pourrais refaire des boutures, de la propagation de plantes genre succulentes, donc des plantes grasses. On n'aurait pas besoin de faire ce système-là parce qu'elles vivent dans des milieux où l'eau est de base pauvre, donc il n'y a pas besoin de s'embêter à faire de bouturage à l'étouffée. Et alors du coup, ce bouturage à l'étouffée, en fait, c'est une technique accélératrice, c'est un accélérateur de développement par bouturage. C'est un peu un accélérateur et c'est une sauvegarde parce que en fait, toute l'eau dans son système sera maintenue, elle va pas en perdre de trop, donc elle va pouvoir se concentrer sur la production de racines, que lorsque tu la laisses comme ça, par exemple à l'air libre, même si ta sphène ici est très humide, bon bah là c'est quasiment sûr pour un Ficus sagittata qui adore l'humidité, ça va pas prendre, tu vois. Il faut vraiment la mettre dans un milieu très très humide. Une fois tu m'avais parlé d'un truc, est-ce qu'on peut mettre des boutures directement dans de l'eau, et juste de l'eau? Ouais, bien sûr, sans problème, ça marche vraiment bien avec tout ce qui est philodendron, épiprémnum, tu vois, les pothos, tout ça. Les racines en fait vont bien se développer dans de l'eau. Alors tu vas avoir des gens qui vont te dire oui mais, fameux ok, oui mais. Voilà, on en parle, mais moi j'ai pas vraiment fait le test donc je peux pas te dire, mais le oui mais, c'est que lorsque tu as des racines qui se sont bien développées dans l'eau, la plante est adaptée, d'accord, à ce milieu très aquatique, et lorsque tu la mets en terreau, il va lui falloir du temps pour se convertir à ce mode de vie qui est différent, et du coup on va repasser par une acclimatation qui peut des fois sur certaines plantes créer une perte des feuilles. Toutes les feuilles tombent et on repart de plus belle. C'est le fameux stress des plantes, ouais. C'est ça? Ouais. Changement de milieu. Encore qu'avec le pothos, l'Epiprémnum aureum, là, t'as aucun problème, tu vois, c'est tellement costaud, tu le fais démarrer dans l'aquarium, tu le remets ensuite ailleurs, ça marche. Moi je vous dis, faites comme moi, si vous commencez ou si vous galérez avec les plantes, prenez du pothos, ça marche extrêmement bien. En plus c'est beau, c'est chouette, ça fait des grandes feuilles, franchement c'est super beau. Il y a plein de couleurs, hein. T'as les golden pothos, les pothos ouverts, là t'as du pothos un peu, ça c'est aureum mais avec des petites taches, t'as toutes sortes de pothos aujourd'hui, donc il y a vraiment de quoi se faire vraiment plaisir. Alors Clément, j'ai une question. Moi, tu sais que j'ai eu de très nombreux échecs avec les plantes. Faut dire qu'en même temps, je suis pas forcément particulièrement patient avec ces êtres vivants-là. Quand j'avais essayé de bouturer par moi-même avec le truc que je m'étais imaginé du bouturage, j'avais fait mes découpes, tac tac, et j'avais pris des énormes tiges de pothos en fait. Tu vois, je prenais des tiges de 50 cm avec plein de feuilles, et donc du coup plein de nœuds. Et je prenais le bout avec la racine, je le mettais dans du substrat de terrarium directement à l'intérieur du terrarium avec l'animal et tout. Et puis j'accrochais avec des fils de fer la grande tige sur une paroi, et tout mourait. Alors en même temps, t'es pas aidé parce que t'as des lézards qui escaladent les plantes en permanence. Donc ça aussi, une plante qu'on a bouturée, il faut lui foutre la paix parce que elle est un petit peu en faiblesse, tu vois, il faut vraiment lui laisser le temps de reprendre. Ce qui a peut-être pas fonctionné, c'est de prendre une très très grande tige. Donc quand tu as une grande tige avec plein de feuilles, toutes ces feuilles, faut les nourrir. Faut envoyer de la sève là-dedans, faut envoyer de la flotte, et pour ça, il faut 2 fois plus de racines. Enfin, je dis 2 fois plus, c'est une façon de parler. Donc ce qu'il aurait fallu que tu fasses, ce serait de supprimer les plus grosses feuilles pour pouvoir alléger la plante, tu vois, l'aider un petit peu pour permettre donc une reprise meilleure. Je pense que c'est peut-être ça qui a pêché. Et alors Clément, tu voulais nous parler des spécificités des bégonias, raconte-moi ça. Alors le bégonia, c'est un genre de plante qui vient en grande partie, en tout cas pour celles que je préfère, d'Asie du Sud-Est, Bornéo, il y en a un petit peu partout, mais celles-ci vraiment je les aime beaucoup. Elles ont un système de propagation spécifique, c'est-à-dire qu'à partir d'une feuille, tu vas pouvoir recréer une plante, tu vois, ça contredit ce que je te disais tout à l'heure avec celle-ci. Donc là j'ai ramené à votre droite le bégonia amphioxus, avec sa feuille en forme de couteau un petit peu là, avec les points rouges, et ensuite à gauche le bégonia cléopatrae, c'est une petite feuille là, parce que ça peut être vraiment beaucoup plus gros. Et il y a plein de façons de bouturer le bégonia. Tu vas avoir des gens qui vont en faire des confettis de ces feuilles. Ils vont les couper en plusieurs petites sections. Et à chaque endroit où tu vois une petite veine qui aura été mise à nu par la coupe, des racines vont se développer et reproduire une petite feuille, puis une tige et une nouvelle plante. Là c'est extraordinaire. Ah ouais, là c'est une capacité de repousse résiliente énorme. Tu peux faire plein de choses. Tu peux aussi décider de la replanter avec la tige. C'est-à-dire que si on se remet ici là par exemple, tu fais un truc tout simple, aussi simple que ça.
ça va reprendre. Alors je vais te montrer aussi ce système-là. Donc là, tu es en train de découper la feuille. Parce que j'ai mis à nu en fait tout un tas de petits segments. En la remettant comme ça sur le côté, tous ces petits segments vont reproduire des racines. Là c'est pareil, hein, on a toutes sortes de petits segments qui sont dispo. Donc tu peux la mettre comme ça, mais on peut la mettre dans la sphaigne aussi. Hein. Je veux dire là c'est parce que j'ai du terreau. Tu l'enterres à moitié. Bien sûr on veut toujours faire une bouture à l'étouffée pour conserver nos petites boutures. Et là tu vas attendre quelques semaines, des petites radicelles très fines vont commencer à sortir. Il faudra éclairer au-dessus évidemment, juste le mettre devant une fenêtre ça marche pas. Il faut une petite lumière à côté. Radicelle, c'est ça le mot que tu as employé tout à l'heure qui était ouf. Radicelle. Ah ouais, ok. C'est un mot d'expert plante ça. Les radicelles, en fait sur une racine qui est un peu tangible, une grosse racine bien blanche, tu vas avoir plein de petits cheveux. D'accord ? C'est celles-là les radicelles, c'est celles qu'on pense être à l'origine de l'absorption des nutriments. C'est des racinettes, c'est des racinounettes. Des racinounettes, c'est pas mignon ça, t'en fais une belle de racinounettes mon Loma ? Ok Clément, donc pour résumer, je fais mon petit récap pour prouver que j'ai bien compris. Allez, vas-y, Le interrogation bouturage, surprise. Ça se fait qu'avec les plantes qui sont bouturables. Il y a plein de plantes qui sont pas bouturables, qui ont des reproductions sexuées, machin, ou par sport comme les fougères. Bref, les plantes bouturables, on les reconnaît parce qu'elles ont plein de sections avec une feuille qui peut partir et une racine quoi qu'il arrive, et ça s'appelle des nœuds. Alors bouturer ces plantes-là, ça revient à séparer ces segments, à les planter soit dans de la sphaigne qui va être pauvre et qui va permettre du coup un développement racinaire rapide, soit dans du terreau par exemple, et ça va permettre du coup à partir d'une seule plante à la base de multiplier en plein de plantes qui elles-mêmes vont grandir, devenir des grandes plantes avec plein de boutures faisables en fait, avec plein de nœuds. Du coup c'est infini. En fait quand tu plantes des plantes bouturables, tu deviens millionnaire parce que c'est un cercle vertueux absolu. Ah, tu deviens millionnaire parce que tu les revends à un prix pas possible, c'est ça ? Non, tu les échanges avec tes amis terrariophiles et c'est ça qui est cool. Absolument magnifique. Ou t'en remets dans plein de tes terrariums. Ou imagine, voilà, t'as acheté une plante comme celle-ci et t'as un terrarium assez grand comme celui de Kuat par exemple et tu veux en mettre partout. Bah, tu vas la bouturer pour avoir plein de plants dans tous les sens qui seront bien repartis pour pouvoir en mettre dans tous les sens dans ton terrarium plutôt que d'en mettre une seule et attendre plusieurs semaines voire mois qu'elle pousse pour complètement envahir le terrarium. Tu vois, ça permet aussi d'avoir plusieurs plantes qui partent toutes dans un même coin. Ça permet aussi le bouturage de sauvegarder une plante parce que si t'achètes une plante cool, tu te dis voilà c'est cool, on a de la margravia là, c'est cool, c'est beau. Si tu la boutures pas, bon celle-là elle est toute petite, c'est une bouture elle-même, mais mettons que t'achètes un grand pied. S'il lui arrive malheur, bah, t'as perdu ta souche. Et si tu l'as bouturée, bah t'as déjà 2, 3, 4 sauvegardes de ta plante sur le côté, tu vois. Et tu vois, j'avais jamais pensé à ça, c'est assez énorme, c'est trop bien. C'est trop bien. Là, si seulement on pouvait faire ça avec les lézards, je vais les bouturer. Ah ouais, tu les boutures. Tu coupes une patte de ton lézard, ça va repousser. Tu peux faire ça avec les axolotes, mais ça redonne pas un autre axolote, hein. C'est juste une autre patte qui va repousser. Mais... Et alors du coup, on va voir qu'on va avoir bien sûr les pothos, on va avoir les monstera, on va avoir les ficus du type ficus pumila et tout ça, mais pas les grands ficus. Voilà, les ficus sagittata. Tu pourrais faire une bouture d'un ficus benjamina comme ça. C'est bouturable ça. Ouais, c'est bouturable. Tu coupes pour ce genre de choses. Moi, ça, je recommande. C'est un arbre, Clément, ça. Ouais, c'est un arbre, mais tu peux quand même parce que tu vois, regarde, t'as des nœuds. Donc à chaque fois que t'as un nœud, tu as une possibilité en fait de rebouturer. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils font des bonsaïs souvent. C'est avec des boutures. D'accord. Et pour que ça reprenne bien, par contre, là, il faut que tu passes avec de l'hormone de bouturage, qui est en fait une petite poudre dans laquelle tu vas tremper ta section, ta bouture, avant de la replanter, qui va stimuler en fait la production de racines. J'en apprends tous les jours. Ah bah on apprend tous les jours. Il y a plein de choses à apprendre. On peut bouturer un arbuste, enfin, c'est incroyable. Oui, c'est possible. Les philodendrons. Les philodendrons, ouais. Ça, c'est bouturable. Les Rhaphidophora, c'est bouturable. Les Pélionia, c'est bouturable. Bref, il y en a tout plein. Il y en a plein. Donc, comme on l'a montré, on prend un morceau, on découpe, on met dans le substrat qu'on a choisi, sphaigne ou terreau. Une très très bonne technique, c'est de les mettre dans un récipient étanche, fortement humidifié, et de le fermer. On appelle ça le bouturage. À l'étouffer, t'as vu, je suis un bon élève. Et puis après, il y a le cas très particulier des bégonias qui, eux, en fait, à partir des feuilles elles-mêmes, ils peuvent redonner des bégonias à l'infini. C'est un truc de malade. Ouais, c'est vrai. C'est plus long, tu vois. Quand tu pars d'une feuille, ça va vraiment être plus long. Ça, c'est vraiment le truc un petit peu sournois où t'arrives chez ton pote, tu fais ouais, il a quand même un beau pied de bégonia. Hop, tu subtilises une feuille, il le verra pas. Et puis toi, derrière, tu peux réussir ta bouture. Mais tu vois, là, c'était juste pour montrer que ça existait. Mais la bégonia, si tu prends une section de tige de bégonia, tu la coupes, tu peux la bouturer. Ça va aller beaucoup plus vite qu'avec juste une feuille. De manière classique, tout simplement. Voilà. Mais toutes les plantes ne se bouturent pas à partir d'une feuille. Mais le bégonia, oui, c'est connu ça. Ok Clément, je pense que j'ai enregistré du coup toutes les infos qu'il fallait. Un énorme merci à toi. Comme d'habitude, tu es le bienvenu dans nos émissions Vulga Wild. Tu reviens quand tu veux pour des épisodes où tu mets en avant ton expertise sur le domaine des végétaux. Moi je suis végétologue, hein, ça c'est connu ça. Quoi qu'il en soit, tout le monde, on vous dit à la semaine prochaine. On espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo parce que moi franchement j'ai appris 1 million de trucs. Moi aussi. Je vais tenter des trucs. T'as appris quoi toi? J'ai appris beaucoup de choses concernant ton haleine d'aujourd'hui. Enfoiré. C'est vrai? Non c'est faux. Quel chacal. Mais quel enfoiré. Bon bref, à la semaine prochaine et surtout, force à vous.
Et le sexe. Allez, démonétisé. Bien le bonjour. T'as dit quoi? J'ai dit bienvenue. J'ai cru que t'avais dit dans ton... Ouais, il est dans ton On cul. recommence. Non, merde. On va jamais y arriver.